écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu, affirmait un certain Jules Renard quand l'écrivain Christian Bobin lui répond « Ce n'est pas l'encre qui fait l'écriture, c'est la voix, VOIX, la vérité solitaire de la voix, l'hémorragie de vérité au ventre de la voix. » Eh bien, une chose est sûre, si lire permet notamment de s'évader et ou de se retrouver, écrire soulagerait, boosterait même la créativité, dit-on. Écrire peut-il carrément être considéré comme une thérapie? C'est justement la question que nous allons nous poser aujourd'hui en compagnie de mes invités. Et j'ai la joie de recevoir donc mes 3 invités du jour, qui sont Néla Chidiac. Bonjour Néla, ravie de vous revoir. Bonjour Marie-Ange, très heureuse d'être ici. Mais oui, vous qui êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, vous avez fondé des ateliers d'écriture thérapeutique au centre hospitalier de Sainte-Anne à Paris. Vous êtes spécialiste du traumatisme psychique chez les adultes. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont Les bienfaits de l'écriture, Les bienfaits des mots chez Erol, si je ne me trompe pas. Odile Jacob. C'est pour ça que j'avais un doute, je me suis dit, c'est bizarre, non? Pardonnez-moi. Eudes Semeria est également avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous aimez les chats? Oui, Non. il y en a un sur la couverture. Voilà, psychologue clinicien que vous êtes, psychothérapeute, ancien vice-président de l'Association française de psychologie existentielle. Et vous venez donc de sortir Écrire chez Albin Michel. Écrire pour se connaître, c'est un peu l'idée générale de votre livre, c'est ça? Écrire pour aller mieux, écrire pour se connaître d'abord, c'est ça l'idée? Oui, et plus que pour se connaître, pour grandir en fait, si on devait le résumer d'un mot là. Ouais. Écrire Sans avoir pour peur de grandir. se mettre à écrire, parce que c'est comme ça, c'est ça qui peut nous bloquer dès le départ. Et enfin, Florence Schreiber. Bonjour Florence, ravie de vous revoir également, journaliste, auteure, conférencière, spécialisée en psychologie positive. Vous avez écrit vos fameux 3 kiffs par jour, qui ont été écrire pour s'épanouir et kiffer chez Marabout, qui a lui-même été réédité, si je ne me trompe pas, qui cartonne donc. Donc ça marche l'écriture, à l'heure où pourtant on est le nez sur nos tablettes, où on dit qu'on est passif, où on est loin de prendre notre plume tous les uns les autres dans le métro. C'est vrai qu'on voit que des espèces de clones comme ça, vissés sur leur téléphone. Et pourtant, les ateliers d'écriture cartonnent. Je crois que même avant le téléphone, on n'écrivait pas beaucoup dans le métro. Avant le téléphone, non, alors lire, peut-être pour commencer par lire avant d'écrire. Ça demande quand C'est même vrai que un peu de quelques conditions. Quelle classe, ça, vous imaginez dans le métro, les gens avec leurs plumes doigts. En tout cas, revenons à nos moutons, effectivement. Alors oui, la lecture et a fortiori donc l'écriture, c'est un peu ça. C'était ça que j'étais en train de dire plus exactement, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écriture cartonne. Marie-Ange, moi je trouve qu'au contraire, on n'a jamais autant écrit. On n'a jamais autant mal écrit, mais ils sont tout le temps sur leur portable en train d'écrire. Les textos, c'est de l'écriture, c'est une forme pas d'écriture. de la très belle écriture, mais ils écrivaient beaucoup moins dans le métro. Ils lisaient plus, puisqu'on parlait des métros. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de textos, il y a beaucoup de communication qui se fait par texto, par WhatsApp, voilà. En tout cas, le geste d'écrire pas à la main, malheureusement, pour moi. Donc c'est pas perdu, parce qu'il y a quand même un geste. Il y a un d'écrire. retour à l'écriture, mais c'est pas l'écriture de laquelle nous on parle. Ouais. Vous êtes d'accord, Florence, ou pas? Alors, moi, je suis plus sensible à votre propos qui est de dire que les gens ont envie d'écrire. Je marraine un prix qui s'appelle le prix du livre de développement personnel, où en fait il y a un appel à candidature de manuscrits, et on a chaque année jusqu'à 350 propositions. Donc ce sont des gens qui en apprenant que dans 8 mois il faut livrer un ouvrage, sont capables de s'asseoir et de livrer un ouvrage 8 mois plus tard. Donc pour certains c'était déjà en route, pour d'autres ils s'y mettent vraiment. Donc alors il y a des choses qui sont très très différentes, il y a des essais, il y a des romans, il y a des histoires, il y a des témoignages, mais oui, je sens peut-être, comme nos autres invités, qu'il y a vraiment un élan. Vous savez, je crois qu'on essaye tous de faire ce qu'on peut pour, dans ce monde complètement bizarre, on essaie de faire ce qu'on peut pour rester sain d'esprit. La tête hors de l'eau. La tête hors de l'eau et sain d'esprit, et voire mieux de s'épanouir ou de créer. Oui, sans compter qu'on est dans un pays totalement littéraire. Et la France a cette particularité d'être un pays littéraire, le pays littéraire peut-être. Les rues sont littéraires, l'Assemblée littéraire, les présidents écrivent, fort bien d'ailleurs. Donc oui, on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui, et lu. Mais peut-être, sur le téléphone, c'est peut-être pas de très haut niveau, mais en réalité, il y a cette envie d'écrire. On dit qu'en France, tout le monde veut écriire, même si personne veut devenir écrivain. C'est amusant, parce qu'il y a cette envie d'écrire, mais c'est amusant, ouais. Et on dit aussi, qu'il y a plus de gens... C'est un fantasme, un petit peu. Il y a plus de gens qui écrivent en France que de gens qui lisent.
C'est vrai. Mais ce sont des gens qui écrivent pour eux parce qu'ils ont très peur. En France, dans la mesure où c'est un pays littéraire, justement, les figures littéraires sont écrasantes. Victor Hugo, Gide, Giono, vous voulez, Flaubert, je ne serai jamais à la hauteur. Et c'est une erreur de penser comme ça, c'est ce que je. Donc il y a une tendance un petit peu à garder les écrits à la maison dans un. Oui, on écrit pour soi. Un placard. En rêvant peut-être un jour d'être publié, mais publié secrètement, peut-être en restant caché. Voilà, et on peut dépasser ces peurs qui sont assez infantiles en fait. Le fait de se comparer, je ne serai jamais Flaubert, ça n'a aucun sens. Est-ce que Zola se comparait à Flaubert ou à Victor Hugo? Ça n'a aucun Parce sens. qu'on est peut-être dans la société de la performance où on a envie d'être au top, même dans l'écriture d'un petit manuscrit, n'est-ce pas Néla? Je sais pas. Oui, alors ce qui se passe avec mes patients, c'est très très différent parce qu'il n'y a aucune visée à publication. Si après ils publient, c'est tant mieux pour eux et ça arrive. Mais notre visée, elle est thérapeutique, donc avec l'utilisation de l'outil écriture. Donc effectivement, il y a tout de suite dans les ateliers ou dans les thérapies en face à face avec l'utilisation de l'écriture, la règle numéro 1 qui est la confidentialité, la règle numéro 2 qui est la quantité ne compte pas et la qualité ne compte pas. Ce qui surprend toujours, parce que certes, on est un pays très littéraire, vous avez absolument raison, mais aussi on est un pays où malheureusement la scolarité ne pousse pas, je vais me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave, ne pousse pas à un certain épanouissement. Il faut toujours très bien faire, il faut toujours que l'écriture soit comme ci, comme ça, il n'y a pas cette explosion du désir et de l'envie d'écrire. Donc j'ai des personnes qui sont même des écrivains qui passent par des moments difficiles dans leur vie et quand ils viennent écrire, ils n'osent pas. Quand je leur dis on va faire un dialogue, la quantité ne compte pas, la qualité ne compte pas, ils sont figés. Et une fois qu'ils dépassent ça, alors là ils sont très 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 heureux. Donc le produit, le résultat ne compte pas en écriture thérapeutique. Ouais, Florence. Alors merci de dire ça parce que je suis moi-même j'ai un orthographe déplorable, donc j'ai beaucoup souffert à l'école et donc on est extrêmement jugé là-dessus. Je voudrais dire juste à celles et ceux qui peut-être aspirent un jour à être publiés que tout est corrigé avant d'être publié. Donc on n'a pas besoin de fournir un texte parfait. Aucun magazine n'est publié sans que l'article soit relu. C'est vraiment le Photoshop. L'écriture, c'est comme Photoshop avec les photos. Tout est retouché. On arrive maintenant dans une... J'ai même vu que l'intelligence artificielle, désormais, on peut lui dire « corrige-moi ce texte » et on lui donne le texte qui va être corrigé parfaitement. Mais ça reste un traumatisme que nous transportons, que j'ai transporté avec moi. J'ai découvert l'écriture extrêmement tardivement, puisque j'avais plus de 40 ans. Et c'est vrai, ça. Ce que ça m'a permis à la fois de dire, de transmettre, de vivre, d'expliquer. C'est pour ça que dans les ateliers, par exemple, que j'organise, l'idée n'est pas d'être publié, l'idée est de goûter à cette écriture et de la partager dans un cercle fermé qui fait que, parce que l'écriture prend vie aussi lorsqu'elle est lue par quelqu'un. Et donc, quand on offre comme ça un espace, que ce soit dans une relation thérapeutique ou que ce soit dans une écriture personnelle, où tout à coup on a des lectrices et des lecteurs, il se passe quelque chose, où la vie rentre dans ce texte, et peut-être après, il y a des gens qui sont passés par mon atelier, qui par la suite ont publié des romans. Mais en tout cas, c'était une autorisation qu'ils sont venus chercher, qu'ils ont trouvée, donc c'est formidable. Vous dites même, néanmoins, pardon d'intervenir, mais je pense que ne pas être bon en orthographe, c'est pas une tare. Mais écrire, c'est peut-être l'occasion de prendre l'orthographe au sérieux. C'est-à-dire que je dis ça. Non, mais alors on peut avoir de la dyslexie, des traumatismes, etc. Mais justement, c'est l'occasion de grandir en disant, parce que c'est très infantile de dire, moi je sais pas écrire, je fais des fautes partout, et puis quelqu'un va corriger. Et en fait, c'est passionnant de se dire. Et moi j'ai un frère qui est dyslexique, donc il y a 3 fautes à chaque mot, et je ne cesse de lui dire, mais apprends, regarde, tu peux dépasser ce blocage, parce que ça fait partie d'une évolution personnelle. Donc c'est quelque chose d'enthousiasmant. Je vais être en désaccord avec vous. Je reste en désaccord parce que la langue française est sadique et que, mais totalement sadique, et que elle est merveilleuse. Oui, elle est merveilleuse et je l'adore et j'adore manier les mots. Vous voyez, c'est un jeu pour moi d'écrire. J'aime la langue, j'adore la langue française, je la respecte. Mais les 2 T, les 2 S, les ST, les ça vous panique complètement. Non, ça ne me panique pas. Mais je ne vais pas m'arrêter
parce que je vais trop hésiter, que ça va me faire perdre trop de temps. Oui, c'est ça, ça serait dommage. C'est que je grandis autrement, je grandis dans mes mots. Donc non, je reste... Vous avez le droit, on a le droit de garder des endroits. Allez, surtout ici. Alors, un atelier d'écriture, dit Florence, c'est comme mettre le doigt dans le pot de confiture, on commence doucement, puis on a envie de tout manger. Sauf que parfois, on a la trouille quand même... pendant plusieurs années avant de s'y coller. Regardez, 40 ans pour Florence. Mais moi, c'est encore pire, c'était 50 ans. Pourquoi vous aviez peur de quoi avant ? C'est pas tellement que j'avais peur, alors même si j'étais habité par des peurs infantiles, j'avais une représentation, et c'est pour ça que dans mon livre, j'écris que pour écrire, il faut renoncer à écrire. En fait, un jour... Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, c'est encore une phrase de psy. Non, vous allez voir, c'est très simple. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai essayé d'écrire des romans pendant des décennies, et puis un jour, je me suis assis vers 50 ans sur mon lit, un matin, et je me suis dit, je renonce. Je n'écrirai pas de romans, j'ai compris, je ne suis pas l'auteur. Bon. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose s'est passé en moi, et c'est de l'ordre de la croissance. C'est-à-dire que tout à coup, ma vision du monde et même de l'esthétique a changé complètement. J'ai analysé ça, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai commencé à écrire à 7 ans. Des petites histoires, de petits nuages. À 7 ans. J'agrafais 4 pages comme ça, puis j'ai dessiné un petit nuage qui avait des aventures. Bon, je raconte ça dans le livre. Et quelle était ma motivation, ma représentation d'écriture ? C'était faire plaisir à papa, maman, et puis plus tard devenir riche, célèbre, être reconnu, être aimé peut-être, hein, mais on n'écrit pas pour être aimé. Je veux dire, au sens littéraire. C'est pas un bon moteur. C'est pas un bon moteur. Et ce moteur m'a caché, au fond, la vision plus mature, disons, de l'écriture. Si on se débarrasse de tout ça, et c'est ce que j'ai fait en renonçant à écrire, tout à coup, j'ai pu développer dans cet espace-là de la liberté, finalement. De la liberté. Une autre représentation. Néla, pourquoi ça soigne, la question qui tue ? Pourquoi ça soigne d'écrire, en fait ? Pourquoi ça répare ? Vous êtes quand même, je crois, vous m'aviez dit la dernière fois que vous étiez venu, c'était tout à fait innovant quand vous avez créé ces ateliers au début à Sainte-Anne. Vous étiez une des premières, précurseurs, peut-on dire. Un retour, parce que ça avait existé dans les années 60 et ça existe aux États-Unis dans les hôpitaux psychiatriques au 19e siècle, donc bien avant la France, qui est très étonnant. Et puis ça avait disparu et puis c'est revenu. Je les ai fondés à Sainte-Anne et il y avait un monsieur extraordinaire, Bernard Cadou, qui avait fait cela avant moi pour des ateliers de psychotique en France. Et après, maintenant, il y en a partout. Alors, pour répondre à votre question, comment ça soigne ? En fait, quand on écrit, j'aime beaucoup cette phrase de René Char que reprend aussi Quignard, les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore. Et Quignard ajoute, les mots qu'on écrit ne sont pas ceux qu'on prononce. Donc il se passe quelque chose dans l'écriture qui est comme le matériau du rêve. Ouais. Je parle des ateliers d'écriture thérapeutique avec mes consignes où en fait il y a une contrainte et un temps très court où vous devez répondre à quelque chose. Cette notion de contrainte dans un temps limité peut provoquer quelque chose de l'ordre du matériau, du préconscient du rêve. Donc il y a quelque chose qui surgit, dont parle René Char et dont parle Quignard, d'un point de vue littéraire, qui est très surprenant. Et à partir de là, on peut en faire quelque chose, soit en séance, soit si c'est en groupe, ils vont voir ça avec leur thérapeute. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va penser. P-A-N-C-E-R et B-E-N-C-S-E-R. Voilà, je resterai avec le P-E-N. Très psy. Je resterai avec le P-E-N-S-E-R. C'est vrai que les deux mots ont la même étymologie, en fait. Oui, c'est vrai ou pas ? Oui, absolument. Ah, je savais pas du tout ça, Florence. Je parle du travail de Naïla dans mon livre. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que Naïla dit de son travail, c'est que ça permet de remplir des interstices de vide. C'est-à-dire qu'à un moment, vous parlez de ça, Naïla, il y a, dans l'histoire du patient, il peut avoir oublié des choses, refoulé des choses, etc. Et que parfois, ça vient comme ça, combler, ça ressort de l'oubli et ça vient remplir les morceaux qui manquaient. Donc c'est fantastique, en fait. On demande, et la contrainte, et je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est ce que j'observe dans les ateliers que je propose, c'est une contrainte que j'offre. Où je dis, aujourd'hui, nous allons... Alors, il y a un sujet extraordinaire, d'ailleurs, je le dévoile, mais c'est mon préféré, c'est « Dieu a-t-il inventé les frites ?» Bon, quand on dit « Dieu a-t-il inventé les frites ?» on est dans un contexte absolument imprévu, où le cerveau est obligé d'aller chercher autre chose. Donc, on sort de soi. Et donc, il se passe quelque chose, ça peut être créatif, ça devient un jeu, etc. Oui, ça rassure. Enfin, on est tous un peu sur le même pied d'égalité, parce que c'est un sujet un petit peu tiré par les cheveux, c'est ça ? Ce qui nous panique, ça nous permet... c'est la page blanche.
C'est si je vous dis prenez un stylo et écrivez, c'est très difficile de commencer. Mais si je vous dis, ne serait-ce qu'une contrainte comme celle-ci, il y en a d'autres, bien sûr, des plus simples, mais vous voilà en train de répondre à quelque chose dont vous avez une porte d'entrée et ensuite se passera ce qui se passera. Je crois que même, mais tous les grands écrivains le disaient, qu'ils écrivaient sous la contrainte, d'une certaine façon, on fait les plus belles œuvres sous la contrainte. Il n'y a pas d'art sans contrainte, de toute façon. Si on a inventé... Mais oui, si on a inventé les alexandrins, les 12 pieds, c'est parfaitement arbitraire et c'est pour contraindre la pensée. Sinon, vous faites n'importe quoi. Et je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit, c'est que écrire, c'est penser. Moi, je dirais que c'est aussi repenser, parce que la magie de l'écriture, c'est que ça permet de voir ce qu'on pense. C'est quand même pas rien. J'ai pensé quelque chose dans ma tête et je le vois, donc je le repense avec un léger décentrement, et c'est ce qui permet d'engager une espèce de boucle. On s'affine, on se parle à soi-même, et on peut comme ça retravailler la matière de la pensée. C'est un outil absolument magique, on s'en rend plus compte parce qu'on apprend ça petit et qu'ensuite on baigne dedans. Il a fallu des milliers d'années pour mettre au point un système de signes qui retranscrivent ce qu'on entend ou ce qu'on pense. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Ouais, et ce qui se pense clairement s'énonce avec des mots finalement. C'est ça, effectivement, Naïla. D'abord, je voudrais remercier Florence de connaître si bien mes consignes. Je suis émue et vous parlez tellement bien de ce que j'écris. Je vous remercie parce que j'ai pas cette même aisance. Lorsque vous parlez de repenser, effectivement, il y a quelque chose avec l'écriture qui est une notion de trace. Et donc, les patients, chacun écrit dans des moments différents aussi. Il y a ce qui se passe en atelier, mais il y a ceux qui écrivent chez eux pour aller mieux. Donc, par exemple, quand quelqu'un est pris en otage, ce qu'il écrit est nécessaire pour se sentir vivant. Ceux qui sont en fin de vie ont besoin de raconter leur histoire pour garder quelque chose. Donc, il y a certainement ce qui se passe d'un point de vue créatif, d'un point de vue de la pensée, mais aussi d'un point de vue de la trace du témoignage. Et bien, donc, il y a beaucoup de choses. Juste après cette page en couleur, nous sommes contraints ici par le temps, que je ne respecte pas très bien ce matin. À tout de suite. Ça va, mon Dimitri? C'est pas trop... Ça va? 30 secondes? Ça va aller? Désolée. Non, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On a fait quelque chose de pas bien. Non, pas du tout, on s'emballe. Non, ça va 30 Ça va trop vite, c'est ça? Non, il faut parler plus doucement. Non, pas du tout. C'est que il y a 3 arrêts, donc c'est pour ça. On y va dans 10 secondes, c'est reparti pour un peu. Comme ça fera repartir plutôt. Je ne veux pas vous stresser. Je peux rebondir sur ça? Écrire peut-il être considéré comme une thérapie? L'écriture en elle-même est-elle une forme de thérapie? Eh bien, apparemment oui, selon les premiers éléments de cette émission. Eudes-Maria est avec nous ce matin. Lui qui est psychologue clinicien, qui vient de publier Écrire chez Albin Michel. Écrire avec le petit bandeau dépassé. C'est les peurs qui nous limitent. Moi, ça m'a bien parlé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ça me parle de moi, avec ce petit chat. Ça donne envie d'écrire quand on a un chat et une tasse de café devant soi. Et parfois, c'est la page blanche d'ailleurs, ce qu'on voit sur l'image de votre livre, la couverture. Merci d'être là. Naïla Chidiac est docteur en psychopathologie, qui a fondé les ateliers d'écriture thérapeutique à Sainte-Anne, qui en a fait un ouvrage, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, aux éditions Odile Jacob. Il y a à peu près tout ce qu'on a envie de savoir, même de façon scientifique. C'est assez édifiant, votre ouvrage, Naïla Chidiac, sur tout, des muscles de la main, jusqu'à tout ce qui se passe à travers, justement, ce dont on parle aujourd'hui ensemble, tous les quatre, sur les bienfaits de l'écriture. Et puis Florence Servan-Schreiber, qui est également avec nous, passionnée par l'écriture depuis l'âge de 40 ans. Vous qui avez publié Écrire pour s'épanouir et kiffer chez Marabout, le livre évidemment en lien avec cette émission du jour, qui a été réédité, d'où le fait que nous en parlions aussi aujourd'hui, puisque visiblement c'est peut-être une porte, une issue pour aujourd'hui sortir la tête de l'eau, comme on disait au début, dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Florence, vous souhaiteriez d'ailleurs rebondir sur ce qui a été dit juste avant autour de... C'était sur cette voix. Il existe une écriture que nous testons d'ailleurs, à laquelle nous goûtons dans cet atelier, qui s'appelle l'écriture proprioceptive. Il y a tout un rituel, on allume une bougie, on allume de la musique baroque et on laisse parler la voix. En fait, on écrit de manière quasiment automatique et on s'arrête de temps en temps et on écrit en toutes lettres « Qu'est-ce que j'entends par là ?» C'est-à-dire qu'on vient d'écrire un paragraphe et on dit « Qu'est-ce que j'entends par là ?» Ce qui permet en fait de s'interroger sur ce que l'on vient d'écrire, et c'est là que l'on reprend
le fil. Et ça a été inventé par une chercheuse américaine qui souffrait de dépression, qui n'en sortait pas, et qui a eu l'idée, comme ça, de vraiment s'interroger par cette écriture automatique, et ça lui a fait un bien absolument fou. Elle en a testé les résultats, les effets sur des patients, sur d'autres personnes, d'autres participants, etc. Et donc aujourd'hui, on sait que ça existe. Donc oui, il y a quelque chose de thérapeutique. C'est étonnant, hein, quand même. Et c'est cette voix, c'est comme si nous étions plusieurs à nous parler, et de pouvoir l'écrire fait que nous entendons autre chose que ce que nous nous racontons. Ouais, avec quand on crée un roman, Eudes, il y a évidemment les voix des personnages qui commencent à moi, ça m'a toujours fasciné. Je suis absolument pas romancière, mais Giono raconte ça très bien. On peut trouver ça sur Internet, la façon dont ces personnages traversent sa table de travail, circulent dans son bureau. Il raconte ça merveilleusement parce qu'il rentre dans les livres comme ça et il entend. D'ailleurs, il dit: je commence à écrire. Ça peut venir d'un truc que j'ai entendu, une voix, quelqu'un qui parle, et puis ça devient un personnage petit à petit, ou pas d'ailleurs, etc. Mais d'où viennent ces voix? Qu'est-ce que c'est, en fait, tout ça? Je crois qu'on n'écrit pas un roman à l'extérieur de soi. C'est qu'on est organiquement lié à ce qu'on écrit. C'est un organe, un livre. C'est un nouvel organe qu'on construit. C'est un peu comme le sorcier avec sa poupée là, et ses épingles, sauf que là, c'est plutôt bénéfique. Ça va nous faire peur. C'est plutôt bénéfique. Quand vous travaillez sur un texte, en tout cas du point de vue esthétique, vous travaillez sur une maquette qui est organiquement reliée à vous, et ça fait là encore une boucle qui va répondre à des questions. Et c'est pas forcément des questions d'ailleurs qui sont explicites dans le roman, par exemple. Hein. C'est des questions sur la vie, sur l'existence en général. Moi, ce qui traverse mon livre, c'est cette idée que ça soit littéraire, thérapeutique ou simplement pour se faire plaisir, c'est l'idée que c'est comme une échelle d'écriture pour grandir. C'est vraiment une question de croissance, de déploiement de soi, comme les arbres en fait. Moi, ce que je vois, j'aurais rêvé d'avoir plutôt un arbre sur ma couverture, ce déploiement de soi, les questions auxquelles on a à répondre, et comment on peut construire de nouveaux organes. Je vais jusque-là. C'est pour ça que je dis d'ailleurs dans mon livre que l'écrivain n'accouche pas, jamais, l'artiste n'accouche pas de son œuvre, c'est l'éditeur qui accouche. L'écrivain, lui, il va garder pour toujours ce qu'il a écrit. Alors pas le livre de papier, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a construit à l'intérieur, c'est quelque chose de nouveau et de plus. C'est un au-delà de lui-même. D'ailleurs, un arbre pousse avec la contrainte. Hein. C'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est amusant parce que Naïla Chidiac, j'imagine que même dans les ateliers d'écriture thérapeutique, il y a cette idée de contrainte d'une certaine façon. La contrainte du traumatisme, par exemple, ou la contrainte, je ne sais pas, je dis ça un peu par hasard. Mais... Alors, il y a la contrainte des différentes pathologies. Voilà. Mais l'atelier ne fonctionne qu'avec des contraintes. Qu'avec des contraintes, de toute façon. Oui. Et comme quoi, par exemple, on a envie de savoir? Contrainte d'écriture. Donc, par exemple, vous avez aujourd'hui 30 minutes pour écrire. Ça va faire plaisir à Florence. C'est la consigne de l'année. Parce que chaque année, je teste mes consignes. Donc, il y a les études américaines et il y a les études françaises. Donc, la consigne de l'année, c'est vous avez 30 minutes pour écrire un dialogue entre la liberté et un marteau. C'est parti. Et je dis c'est parti et c'est fini. Et je ne parle plus. Et là, ils sont là, non, un marteau, la liberté, non, ça va pas. Et je dis, ça fait 29 minutes, 27 minutes. Dis donc, ça rigole pas. Hein. 25 vous voyez, minutes. Finalement, ce genre de contrainte, ça vous plonge dans un problème existentiel qui est celui du sens. Quel sens ça peut avoir? Bien sûr. Et au fond, les contraintes fondamentales dans lesquelles nous baignons, ce sont les contraintes existentielles. C'est-à-dire, quel est le sens de ma vie? Je vais mourir, donc il y a un temps. Un temps donné pour écrire, il y a trouver le sens de ce que je vais écrire, et puis il y a la solitude. Qu'on a tant de mal aujourd'hui à accepter. Alors on devient fusionnel, dépendant affectif, etc. Enfin il y a des tas de traumatismes qui peut. Et puis la question de la responsabilité, j'assume ce que j'écris. Et là on est dans les 4 enjeux existentiels qui contraignent et qui limitent, en fait c'est une question de limite, qui limite notre existence. Et peut-être que c'est en ça que ça se raccorde à la thérapie, à une visée thérapeutique. J'ajouterais la notion de jeu. C'est-à-dire que c'est quand même, ça permet aussi de jouer à quelque chose, de jouer à réfléchir, de jouer à se poser cette question-là. J'ai tous les droits. C'est génial, ça. Dans cet atelier, j'ai le droit de dire ce qui va me venir, puisque nous allons tous le faire, en fait. Ça nous met à égalité devant l'invention, peut-être la bêtise, la naïveté, la précision. C'est ça que je trouve formidable. Naïla, j'allais vous demander si c'était un muscle au bout d'un moment. Alors, c'est effectivement une des théories sous-jacentes à mon travail, qui est si on peut penser avec plaisir, on pourra penser le plaisir.
Et ça, pour les patients en souffrance psychique, c'est essentiel. Quand la première fois j'ai sorti ça en 1998, mon patron m'a regardé et il s'est dit, celle-là, elle va pas bien. Et 2 ans plus tard, il est venu, il m'a dit, ah oui, en fait, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Effectivement, il y a un sociologue, j'arrive pas à le prononcer, Huizenga, qui a écrit un livre fabuleux qui s'intitule Homo Ludens, l'homme joue. Et c'est à partir du moment où vous pouvez jouer, donc penser, que les choses peuvent aller mieux. Quand je dis on va avoir une nouvelle contrainte, il y a déjà le saisissement. Saisissement que Michel de Musan appelle le saisissement créateur. Il faut que je réponde, qu'est-ce que je dois faire? Et comme de surcroît, la règle numéro 2, quantité ne compte pas, qualité ne compte pas, il y a un côté juste, je dois répondre à comment je vais faire dialoguer la liberté et le marteau. Allez, bim, bam, boum. Comme si on faisait un quiz l'été sur la plage, quoi. Voilà, exactement, sauf que c'est plus profond que ça. Mais le jeu, observez bien que le jeu n'est intéressant que s'il y a des règles. C'est juste. Donc, il n'existe que c'est juste. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais sinon, ça n'a pas de sens et ça n'est même pas intéressant. C'est pas drôle. Ça n'existe pas s'il n'y a pas de règles. Ça n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'on a... C'est vrai que c'est lié à la société, quand même, le fait de pas d'être pauvre. On dit que notre société est pauvre de face... Enfin, Florence, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que vous avez l'air de glorifier, effectivement, moi je trouve, j'en sais rien, mais... Il y a quand même une espèce de pauvreté littéraire que certains pointent du doigt. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous n'êtes pas d'accord avec ça, finalement? Non, il y a une évolution, mais bien sûr, il y a une évolution, il y a un changement de rapport à l'écriture, etc. Juste, dernier passage sur le jeu. Si je crois que tous les participants, Neila, de vos ateliers sont volontaires. Ils viennent de leur propre chef ou ils sont contraints? On leur demande de les oblige. Non, ils sont bien évidemment libres de venir, mais ils ne peuvent pas venir par eux-mêmes. Il y a une indication ou d'un psychiatre ou d'un médecin. Comme une sorte d'ordonnance, quoi. Voilà, c'est comme une ordonnance. Oui, mais ils ont envie. Oui, voilà, ce qui change de l'école. L'école, on est obligé. La rédaction, voilà, la rédaction. Et quand on décide d'écrire un livre, quand on voit l'effort que ça demande, etc., on a tous choisi, comme des grandes personnes, de se mettre dans cette activité qui est quand même assez difficile, etc. Mais on l'a choisi. Alors, alors c'est vrai que de mettre, c'est vrai que le rapport à l'écriture s'appauvrit. Je ne peux que regarder mes enfants qui sont aujourd'hui adultes, des petits-enfants qui commencent à courir, etc. Tout le monde sait écrire. C'est ça qui est quand même assez dément, c'est que tout le monde a appris à écrire. Et pour nous trois qui aimons réfléchir à l'écriture comme un outil de développement ou de connaissance ou de réassurance ou de guérison, au moins nous savons que tout le monde sait le faire. Ouais. Là aussi, on devait partir, ne serait-ce que, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, sauter en parachute pour se guérir, ce serait plus compliqué parce que tout le monde ne saurait pas le faire. Mais c'est accessible à tous. Ouais. Donc, peut-être, en tout cas pour nous qui aimons l'écriture, la question est comment pouvons-nous créer des conditions contemporaines au fait que les gens se remettent à écrire. Voilà. Et je crois que c'est ce que nous faisons quand nous publions sur ce sujet-là, quand nous nous interrogeons, nous essayons de créer des conditions. Effectivement, parce qu'il peut y avoir une histoire de honte. Alors là, pour le coup, pas forcément de se comparer à Flaubert, c'est même pas ça, c'est juste de pas lire, de pas avoir assez de vocabulaire, de références littéraires, etc. Et de se sentir extrêmement pauvre une fois la plume devant... sur sa feuille blanche, quoi, Neila. Oui, je voulais juste rebondir, si vous permettez. Oui, j'étais en train de calculer. Sur 3700 consignes que j'ai données, quelle est la consigne que tout le monde déteste et à laquelle ils ne veulent pas de cette consigne-là? Et je peux vous dire que les 3699 ne sont pas toujours simples, comme j'ai pu vous le montrer. La seule que tout le monde refuse ou qui fait que les personnes s'écroulent en larmes ou qui disent « là, je ne peux pas », c'est quand je dis aujourd'hui « sujet libre ». Ah oui, à ce point-là. Oui. Parce qu'en même temps, il y a tellement de choses. Mais nous sommes des petites personnes fragiles et limitées. C'est tout. Alors, c'est drôle, ça vient en oui, alors on peut dire qu'on est fragile, on est en train de dire que c'est difficile. C'est fou quand même. Oui, c'est difficile, mais c'est un bonheur absolument... Comment est-ce qu'on commence, incroyable. Comment on commence? Conseillez? Allez, ce que je conseille. Moi, je ne m'y suis pas mise. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est de travailler ses valeurs. Quelles sont ces valeurs? Alors moi, je ne parle pas des valeurs qu'on entend, comme on les entend dans les entreprises. Vous savez, la bienveillance, la justice, on ne peut plus l'entendre. Je ne peux plus l'entendre. Non, ça ne dit rien de qui vous êtes, ça. Moi, les valeurs, ce sont des combats. Ce qui va dire qui vous êtes, c'est où vous êtes. Et alors, où vous êtes? Moi, je suis, par exemple, contre les anglicismes. J'ai un combat contre ça. Je suis pour le bio. C'est des petites choses du quotidien, du concret, mais qui orientent ma pensée, mes comportements et qui... Donc ça, on le note.
on le note. Alors c'est pas un travail facile. Moi, je fais ça en thérapie, mais une fois qu'on a accepté d'être pour ou contre, et donc pas au milieu, qui est la pire des places. Moi, je suis neutre, machin. Là, voilà. Une fois qu'on a des combats, on sait, on saura répondre à sujet libre, parce qu'on a des sujets justement. On n'a pas tous des combats? Si, on a tous des combats au fond de nous, vous pensez? On a tous des choses qui nous heurtent, des choses qui nous plaisent. Des choses qui nous déplaisent. Est-ce qu'on a envie d'y faire attention? Est-ce qu'on a envie de s'engager? C'est une chose de dire moi je suis pour le féminisme, c'est une chose de dire ça. C'est une autre chose de s'engager et de poser des actes. Faire quoi. Je suis contre la surconsommation, pour la sobriété, c'est mon cas. C'est une autre chose de guider ses achats en fonction de ça. Oui. Et donc, une fois que vous avez ces valeurs personnelles qui vous disent qui vous êtes, moi je fais ça avec mes enfants et j'ai fait une conférence pour l'éducation à la responsabilité des enfants. Il y a un jeu très simple, c'est pour ou contre. Là je viens de faire pour ou contre les eaux avec ma fille Marie. Donc il y a tout un cheminement, je me fais l'avocat du diable, etc. Pour ou contre les zoos. Et on arrive à la fin en disant choisis, tu es pour ou contre. Elle dit je suis contre. Je lui dis on n'ira plus aux zoos donc. Elle me dit bah non. Et hop, à ce moment-là, un petit enfant de 10 ans ou de 8 ans se dit voilà, ça, là, je sais en partie qui je suis, j'ai une valeur à défendre et je sais me positionner. C'est intéressant. En tout cas, la démarche est intéressante, mesdames. Pardonnez-moi, Florence. Oui, absolument. Et un poil intimidante. Au début. Oui, non, parce que s'il faut partir d'une très grande réflexion, je voudrais aussi proposer, par exemple, tout simplement d'écrire des lettres à des gens. En termes d'écriture. On peut commencer comme ça. Votre question était par où peut-on commencer? Peut-être d'écrire quelque chose que l'on a envie de dire à quelqu'un. Ça peut être un mail. Je sais que Naïla aime bien le stylo. Moi, je suis tout à fait. Moi, je soutiens tout à fait le clavier, tout à fait, parce que ça me permet d'effacer. Hop, et ça avance et ça recule. Donc c'est une danse. Donc voilà, on peut écrire quelque chose à quelqu'un. Alors, on peut lui parler de ses valeurs éventuellement, mais on peut aussi parler d'une émotion ou d'un remerciement ou quelque chose comme ça. Naïla? Alors moi, c'est très très différent parce que moi j'ai des personnes en très grande souffrance psychique. Oui, mais au début, peut-être qu'il y en a certaines qui ne veulent pas écrire un mot. Au début. On y arrive toujours, mais je suis dans d'abord l'évaluation. J'évalue où il en est le patient dans sa souffrance, de quoi est-il capable, parce qu'il ne faut surtout pas que je le mette en échec. Donc, il y a des patients qui ne pourraient pas écrire, par exemple, une lettre ou un conte, qui est aussi une forme très, très chouette d'écriture. Donc, je dois évaluer. C'est là où le bagage est nécessaire d'un point de vue thérapeutique et psychologique de savoir. Et les formes simples, au sens courte, et c'est pas péjoratif le mot simple, c'est le haïku, les petits poèmes japonais de 3 vers, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Là, en principe, en une demi-heure, autant que soit votre souffrance et que votre esprit soit plein de brume et de douleur, on peut écrire 5, 7, 5. Sinon, carrément, juste dessiner un vase et on met un morceau de musique. Et il faut faire attention à la musique parce qu'un jour, j'ai mis une musique un peu répétitive, ce qui les a angoissés. Donc, voilà. Et juste remplir le vase de mots. Juste des mots. Et la séance d'après, ces mêmes mots, on les utilise pour faire un petit poème. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, voilà, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Moi, c'est pas juste de l'expression et encore une fois, c'est pas péjoratif. Je dois évaluer où en est la personne dans sa souffrance. Et ils sont plusieurs quand même dans le groupe, évidemment. Il y a en groupe et il y a en individuel. Voilà, donc ça dépend. Eh bien, écoutez, nous nous séparons cette fois en musique, pardonnez-moi. Je ne sais pas si ça sera répétitif, mais je ne crois pas. C'est Allegro de Mozart et on se retrouve juste après, tout de suite. Et voilà de quoi nous laisser embarquer quelque peu avec cet Allegro de Mozart. Vous avez raison, Aude Maria, je suis d'accord. Écrire peut-il être considéré comme une thérapie à part entière? Eh bien, oui, et oui. Naïla Chidiac est là pour nous le prouver. Elle qui est docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne et qui a fondé des ateliers d'écriture qui ont fait leurs preuves à Sainte-Anne, à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Vous avez écrit plusieurs ouvrages dont Les bienfaits de l'écriture, Les bienfaits des mots chez Odile Jacob. Florence Servan-Schreiber qui, elle, a écrit de son côté Écrire pour s'épanouir et kiffer chez Marabout, elle qui a également créé des ateliers d'écriture, alors pas dans le cadre d'ateliers psychiatriques, enfin en tout cas d'accompagnement psychiatrique, mais qui invite tout le monde. Non, oui, mais en fait, n'importe quel âge, j'ai même pas demandé l'âge d'ailleurs. Ah oui, il faut savoir écrire, mais bon, je crois qu'on s'intéresse à ces questions-là. Quand même, les gens qui viennent ont plus de 35 ans, mais ça n'empêche pas. J'ai déjà eu des gens plus jeunes, il y a des gens beaucoup plus âgés. Oui, je veux dire, c'est vieux, enfin,
C'est presque vieux en soi, 35 ans, pour se mettre à écrire. C'est pas se mettre à écrire. Bah non, parce que moi aussi, je suis non, ça n'est pas se mettre à écrire, c'est consacrer du temps et de son temps et de son argent au fait de développer quelque chose chez soi de façon volontaire. Ça arrive quand même un peu plus tard. On a d'autres choses à faire avant. mais juste dans ces ateliers, on balaye les écritures thérapeutiques. Donc il y a des exercices de cet ordre-là qui vont vraiment aider à résoudre, comprendre ou nommer des choses. Et puis petit à petit, on progresse vers l'écriture créative, parce qu'il y a quand même cet aspect-là aussi, c'est que l'écriture est une façon fantastique de libérer sa créativité, de se surprendre, de s'amuser, d'interfacer avec les uns avec les autres, c'est transactionnel, parce que justement c'est lu par quelqu'un d'autre, donc on va goûter à tout ça au fur et à mesure. Et à la fin, l'objectif de ces ateliers, c'est que chacun ou chacune se dise « Ah, mais j'ai trouvé le mode d'écriture qui me convient ». J'ai trouvé soit ce qui me fait du bien, soit ce qui m'amuse, soit ce qui me donne envie de faire autre chose. Et oui, parce qu'il y a aussi le style, à trouver son style. Semeria et votre livre que j'ai pas rementionné, Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent, chez Albin Michel, effectivement. La question mystérieuse du style. Alors, c'est vrai que l'écriture, c'est tellement vaste. Ça peut être thérapeutique, ça peut être ludique, ça peut être... Pour moi aussi un outil esthétique, littéraire et surtout une démarche spirituelle. En fait, spirituelle entendue au sens de la vie de l'esprit. Faire vivre son esprit, aller un peu au-delà de ce qu'on croit être. Et la question du style, elle est absolument cruciale si, pour autant qu'on s'engage réellement dans l'écriture, non seulement littéraire, mais pour se connaître. Quel est mon style ? Et ça, c'est une question à laquelle les écrivains ne répondent pas. C'est très amusant parce que vous leur posez des questions en tous les sens sur le style. Et je donne l'exemple de Marguerite Duras qui dit, on peut voir l'interview sur Internet, on lui dit, alors le style c'est quoi ? Elle dit, mais moi, le style, je m'en occupe pas. Elle balaye ça du revers de la main et tout de suite après, elle explique son style. Et alors, pas tout à fait son style, mais en tout cas sa vision de l'écriture. Elle dit, moi, la réalité m'attaque, m'aveugle. J'ai cherché une écriture courante qui court sur la crête des mots pour les attraper avant qu'ils ne disparaissent, etc. Et j'ai transformé dans mon livre cette petite interview en un exercice pour trouver sa vision. Comment je vois la vie, comment elle m'attaque ou elle m'aveugle, ou comment elle me cajole, etc. Et donc, en suivant les étapes de cette vision, on arrive à formuler quelque chose qui était sous-jacent, qui était implicite, mais qui... Alors, je vous donne un exemple. J'ai fait ça, par exemple, je donne l'exemple dans le livre de quelqu'un qui dit « Mais moi, je vois la vie comme un théâtre. Les gens entrent, sortent, les portes claquent. Il y a un public invisible dans tout ce que je fais. Voilà, j'ai spontanément cette vision de la vie comme un théâtre. » Alors, on arrive à une écriture, à un style théâtral. Et elle a fondu en larmes en disant « Mais en fait, c'est ça, c'est mon style. C'est écrire des dialogues, des entrées, des sorties, etc. » Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens croient que le style, ça tombe du ciel, que c'est spontané, que ça sort du stylo, là, comme ça. Mais pas du tout. Il n'y a pas un écrivain digne de ce nom qui s'est mis à écrire comme ça. Ni Rimbaud à 15 ans, ni Flaubert, ni qui vous voulez. Ils ont passé des années à réfléchir à leur style, à dire quelle est ma vision du monde, et c'est en ça que ça devient singulier, personnel, réellement l'écriture. Et on peut faire ça même si on n'écrit pas de roman. C'est-à-dire comment est-ce que je vois la vie ? C'est pas quelque chose qui est évident. Vous voyez, si on commence à y réfléchir, à faire cet exercice-là, point par point dans mon livre, eh ben, on commence là vraiment à construire quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qu'apporte l'écriture au-delà du côté purement thérapeutique, mais c'est vrai que ça développe beaucoup de choses et dont la créativité, vous le disiez tous les trois, même vous pouvez le constater aussi, Naïla, j'imagine, dans vos ateliers, vous, à Saint-Anin. Absolument. La créativité, c'est bien de la développer. Oui, alors je terminerai juste sur ce que disait Eudes. Buffon disait « Le style, c'est l'homme ». Waouh. D'accord, donc on n'a pas la femme. Et donc je répète, le style c'est l'homme, Dixit Buffon. C'est absolument ça qu'on retrouve, si vous voulez, dans la souffrance psychique. Il n'y a pas de style, c'est-à-dire il y a des moments où l'homme et la femme vont tellement mal qu'il n'y a rien qui arrive à sortir, rien, absolument rien. Et donc un des biais pour pouvoir les aider à trouver une certaine forme d'écriture qui, elle, sera ce qu'on appelle le style, va être de pouvoir passer par la créativité. Et cette créativité, elle est signe de vie. Ce qui va tisser la fracture spatio-temporelle dans le trauma, c'est la créativité. Alors, être créatif, c'est pas être un artiste, c'est pas être... Voilà, je ne vise pas, encore une fois, ni la qualité, ni la quantité. Mais pouvoir, on revient, quand on est créatif, on joue.
c'est dès qu'on arrive à nouveau à toucher cette créativité en soi, c'est qu'il y a un assouplissement psychique et donc on peut avancer et donc on pourra trouver son style. Ah, ça apporte l'assouplissement, la créativité. Est-ce que les patients arrivent à s'épater eux-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui vivent des choses comme ça? Waouh, je suis... Oui, Florence. Et tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Vous aviez parlé vous disiez que dans vos ateliers, après, il faut lire. Devant les autres. Non, c'est lu par les autres. Lu par les autres, voilà. Mais il y a la parole. Vous avez dit que ça prend vie par la lecture. Effectivement, j'ai donné le système du joker à mes patients. Vous avez le droit, une fois par an, de ne pas écrire ou bien de ne pas lire. Ils n'ont jamais utilisé le joker pour ne pas écrire, mais ils l'utilisent pour ne pas lire. C'est très difficile de lire. On est bien d'accord. Et donc, je réponds à votre question, Florence. Oui, ils arrivent très timidement à dire... Voilà, il y a un petit sourire comme ça en coin qui dit mais c'est très difficile. Mais quand on a ça, alors pour moi c'est Byzance, mais c'est lent, c'est rare. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des graines d'écrivains qui naissent chez vous. Ah, mais moi, il y en a chez moi qui sont partis depuis longtemps et qui sont très 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 hauts dans la littérature. Ouais, c'est impressionnant quand même. Comme quoi, si c'était pas mis avec vous, peut-être jamais ils auraient détecté, ils auraient décelé en tout cas. Oui, mais en tout cas, ils avaient le talent en eux. Hein. Ouais, c'est certainement pas moi qui ai donné le talent. J'ai ouvert une porte. Ça va pas vous faire plaisir, mais c'est vrai qu'on peut se découvrir un talent aussi. Si, alors le talent alors à ce moment-là. Le talent, c'est le savoir-faire. Le talent, c'est le savoir-faire. C'est pas ça n'a rien à voir avec le génie. Hein. Enfin, c'est-à-dire un Picasso à 5 ans, il a du talent. Il dessine comme Raphaël. Vous voyez, c'est quand même incroyable, mais il n'y a pas de génie. Le génie vient plus tard. Le génie, disons, une créativité hors norme, exceptionnelle. Le talent, c'est simplement savoir bien jouer de la guitare ou savoir bien peindre. Mais dans l'écriture, par exemple, on peut tous finalement, à force, moi si je vous entends, j'ai l'impression qu'on peut tous finir par bien écrire finalement. Bien sûr, bien écrire. Ça veut dire quoi d'ailleurs, bien écrire? Mais c'est ça, bien écrire de manière plaisante ou agréable ou intéressante, mais écrire de manière totalement singulière et nouvelle, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'explique qu'il y a une créativité commune, celle dont on a parlé là, et qui est celle qu'on a tous en fait, c'est qui rapporte à l'imagination. Qu'est-ce que je peux imaginer? Mais on peut faire l'effort d'aller vers une créativité, c'est ce que font les grands artistes, ou les artistes, etc. Une créativité et une intelligence avancée. Moi, je parle d'intelligence avancée, pas pour la comparer à l'autre, mais pour dire on a avancé dans sa créativité. Et c'est quoi l'intelligence avancée? L'intelligence commune, c'est résoudre des problèmes et s'adapter. Même les animaux font ça. Mais il y a quelque chose que les animaux font pas, c'est inventer des problèmes. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant au point de vue spirituel même. Un écrivain vous dit, mais moi j'ai un problème, j'ai 2 personnages qui vont vivre une aventure. Ça c'est un problème parce que je vais devoir l'écrire et développer ça. Et en résolvant ce problème, je fabrique quelque chose, même à l'intérieur de moi, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et donc on peut accéder à ce stade-là, de manière complémentaire au jeu, à la thérapie, accéder à des stades plus élevés ou plus avancés de créativité. Vous savez, dans la plupart des livres de créativité, on vous dit, entraînez-vous, faites des choses très bien. C'est comme dire à un enfant, si tu muscles tes joues, tu vas avoir de la barbe. Et en fait, ça peut pas être le cas. Il faut grandir, il faut mûrir pour développer justement. Oui, mais quand même, il y a une histoire. Florence, à force, plus on écrit, mieux on écrit quand même. Non, alors, c'est du boulot, hein, attention. Il faut s'asseoir derrière une table et il faut se mettre au travail. Mais sur cette notion de génie, il y a une notion que j'adore, qui est que nous n'avons pas de génie, mais du génie nous rend visite. Donc, ça veut dire que quand on va écrire un livre, il y a nous, et puis il y a ces génies. Moi, j'aime imaginer qu'elles sont plusieurs. Hop, donne des petits... Tout à fait. Et qu'elles nous rendent visite parfois. On le voit bien, il y a des jours où ça coule, où c'est génial, et il y a des jours où c'est atrocement difficile. Mais c'est comme quand on cuisine un repas, c'est exactement pareil. Il y a des jours où c'est domestique, et puis il y a des jours où c'est fantastique. C'est tous les jours. Et en s'offrant ces moments d'écriture, eh bien, on offre la possibilité à ces génies de nous rendre visite. Tout à fait. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, comment on peut appeler cette inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Je ne vais pas le dire là, je crois qu'on est à la fin. Mais moi, j'aimerais quand même passer un message. C'est que on parle de grands personnages, de grands écrivains, de grands peintres et tout. Je suis persuadé personnellement que tout le monde peut avoir accès à ce niveau-là. Il y a une jeune écrivain, je crois, sociologue italienne, non? J'ai plus sa nationalité, qui a écrit justement récemment
sur le fait que le talent n'existait pas. En fait, on a tous ce talent en nous, que c'est facile. Psychologue neurocognitive. Voilà, c'est ça. Non, l'autre c'est Andrea Marcolong. Oui, qui prouvait qu'effectivement par franco-libanaise. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par talent. Si le talent, absolument, c'est un savoir-faire, absolument. N'empêche que la réflexion, je trouve, est intéressante. Naïla, l'inspiration, vous en faites quoi, l'inspiration? Elle vient en la travaillant. L'inspiration, c'est vrai qu'aussi, ça peut bloquer, ça peut être limitant. Genre, non, mais moi, je suis pas inspirée pour répondre à votre contrainte, pour répondre à votre problème, le sujet posé du jour dans l'atelier d'écriture. Je suis pas inspirée. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous disais, personne n'arrive pas à ne pas écrire. Pourquoi? Parce que je leur dis, vous n'aimez pas la contrainte, écrivez. Je déteste votre contrainte. Et à partir du moment en fait où ils sont dans le mouvement de l'écriture, mais là aujourd'hui je n'aime pas vos contraintes, et blablabla, il y a autre chose qui parce que le marteau m'empêche d'être libre. Et c'est parti. Et c'est parti. Et ça, c'est faire du problème la solution. C'est justement un des leviers de l'inspiration. Mais pour l'inspiration, peut-être qu'il suffit d'écrire un mot et de le regarder, de le contempler. Et de commencer par faire ça d'ailleurs au départ. Faites ça, vous allez voir au bout d'un moment. À force de contempler, il y a des choses qui viennent. Vous ouvrez votre inspiration à ce qui peut venir, vous libérez et ça va venir. Les ateliers d'écriture à plusieurs, quel intérêt y a-t-il? Il y a une petite pression, une petite... Qu'est-ce qu'il y a de particulier je le formule à l'envers, il y a beaucoup de soutien. C'est-à-dire que nous sommes tous dans la même barque. Ce qui est difficile quand on a quelque chose de difficile à faire, c'est que on est intimidé. Et quand je dis difficile, non, c'est plaisant à faire. C'est parce que l'écriture, c'est comme la vie, c'est plaisant, c'est difficile, c'est contraignant, c'est éclatant. Enfin, c'est tout ça, c'est tout ça en même temps. Mais le fait d'avoir des gens, justement, on trouve sa voix. Et la VOIX cette fois-ci. Ce qui se passe dans nos ateliers, c'est que au bout de quelques jours, on commence à reconnaître les textes des uns et des autres, puisqu'on vient les poster sur une plateforme commune. Et donc, quand on lit un texte, on n'a même plus besoin de regarder le nom. Et donc, on sait déjà qui est en train d'écrire. Évidemment, tout le monde révèle énormément de choses de soi, ne serait-ce que quand on invente un personnage. En général, nous sommes dans le personnage que nous avons inventé, etc. Donc, ça aide d'avoir justement ce regard de quelqu'un qui dit, parce qu'on se fait des commentaires, et c'est vraiment la règle du jeu. Si on vient participer à l'atelier, on sait que l'on va lire les textes des autres. C'est pas juste pour jeter ça. On peut aussi le faire en restant dans son coin. On le décide à l'avance. Et donc, c'est énorme d'avoir justement des lectrices, des lecteurs, des gens, du feedback, un regard d'autres individus. Enfin, nous sommes des créatures de troupeaux. C'est vrai. Mais oui, donc on aime avoir chaud les uns avec les autres et on se tient chaud. Et puis, il y a une émulation. Mais oui, bien sûr. Même chez Naïla, il doit y avoir une forme d'émulation aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je trouve que quand les patients sont en groupe, le groupe lui-même soutient. C'est un cadre qui fait un bien fou, un cadre contenant même de la pensée, même des angoisses. Donc parce qu'on vit un peu les mêmes, on traverse les mêmes choses. Oui, puis ça contient. C'est vraiment comme un gros hug, comme un gros câlin. Et donc, effectivement, ça a un effet très, très positif, le groupe, bien évidemment. Et vous avez des personnes qui j'aurais pu vous poser la question dès le début de l'émission, qui se sont vraiment soignées que par l'écriture. Oui. Certains, oui. D'autres, j'insiste, parce qu'il y avait d'autres... ils étaient sous traitement, leur thérapeute et l'écriture. Vous pouvez nous raconter quelque chose, un événement qui vous a marqué, une anecdote Il y en a beaucoup. Il faut que je vous en trouve un de très ancien pour que je puisse en parler, parce que les personnes peuvent facilement... oui, il y avait eu quelqu'un qui faisait des tentatives de suicide à répétition depuis l'âge de 9 ans. D'accord. Et quand elle est arrivée à Sainte-Anne, elle avait 40 ans. Et elle avait passé sa vie entre 9 ans et 40 ans dans les instituts psychiatriques de France et de Navarre. Voilà. Et la prise en charge à Sainte-Anne a été très intéressante. Elle a été sous médicaments, bien évidemment, son thérapeute donc en face à face. Et je travaillais dans un département d'art-thérapie, le centre d'études de l'expression. Il y avait plusieurs ateliers d'art-thérapie. Elle a commencé à travailler en atelier de peinture, mais ça l'angoissait trop. Ça l'angoissait trop parce qu'elle faisait beaucoup de couleurs noires, des choses angoissantes. C'était trop devant elle. Donc, on l'a envoyée en atelier d'écriture. Et là, ça a accroché. Mais je savais quelles étaient ses angoisses. Et on a travaillé donc avec les mots. Et elle maniait très, très bien les mots. Et ça a duré 7 ans. Donc ça, c'est une de mes plus grandes et plus longues prises en charge. Ça va faire fuir tous mes patients parce que personne ne va rester 7 ans. Ça a été la plus longue, mais c'était la plus aussi difficile. Mais je n'étais pas seule. Il y avait moi, le psychiatre,
le thérapeute. Et au bout de 7 ans, donc au bout de 3 ans, il n'y avait plus de tentative de suicide, plus 4 ans qui ont permis qu'elle quitte l'institution psychiatrique. Eh bien écoutez, nous finirons sur ce témoignage, ce joli témoignage. Merci infiniment Naïla Chidiac. Toujours les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, je le rappelle, chez Odile Jacob. Merci Otsemeria. Merci. Et votre joli écrire, tout simplement, chez Albin Michel, dépasser les peurs qui nous limitent. Et merci enfin à notre Florence Servan-Schreiber. Pourquoi je dis notre ? Bah oui. Je suis à vous, je vous appartiens. Et écrire c'est pour s'épanouir et kiffer chez Marabout. Merci infiniment à vous trois et à vos plumes, hein, et à vos grimoires.